Claude Nicolas François d'Auger de Spéville, né le 5, baptisé le 6-12-1750, à Metz, Saint-Victor. Arrivé à l'Île-de-France, Maurice, en 1772, en qualité d'écrivain principal des colonies. Au recensement de 1788, il figure parmi les habitants de Rivière-Noire. 37 ans, né à Metz, écrivain principal des colonies, arrivé en 1772 sur le vaisseau La Belle Poule. Il possédait 215 esclaves, 60 bêtes et 1650 arpents. Ce que je viens de vous lire au sujet de l'un de mes ancêtres ne fait que confirmer une évidence. Dans ma généalogie, il y a des propriétaires d'esclaves. Je me suis longtemps interrogée sur ce que je pouvais bien faire de cette information. Être blanche à Maurice, c'est forcément être associée à cette caste d'oppresseurs, à cette lignée, à cette histoire. Alors je me dis que l'histoire de l'esclavage me concerne, que c'est aussi mon histoire, autant que celle de Grace, qui se dit descendante d'esclaves, ou que Daniel, pour qui être noir, c'est être descendante d'esclaves. Je me place de l'autre côté, du côté des dominants. Alors il me devient de plus en plus essentiel, nécessaire, pour continuer de vivre dans ce pays, de connaître et de comprendre cette histoire, et de mieux cerner les dynamiques et les engrenages qui en découlent. J'ai voulu écouter d'autres voix, suivre d'autres regards, comprendre d'autres histoires, marcher sur d'autres chemins que le mien, changer de point de vue pour voir avec d'autres yeux. Bonjour, je suis Christelle d'Auger de Spéville. Bienvenue dans Canne à sucre et préjugés. Canne à sucre et préjugés. Pour cerner mon sujet, je pars à la rencontre de l'anthropologue et théologienne mauricienne Danielle Palmyre. Elle est l'auteure de l'ouvrage « Culture créole et foi chrétienne », la version éditée de sa thèse de doctorat. Ma petite Nissan March AK12 m'amène jusqu'au conservatoire de musique François Mitterrand, puis dans les ruelles de Rosille, jusqu'à la maison de Danielle. Je suis accueillie par une femme au regard doux et franc. Lors de notre premier entretien, elle m'avoue même qu'elle n'est pas sûre que l'on puisse tout dire, ou du moins tout faire entendre sur le sujet. C'est dire à quel point l'esclavage et ses séquelles sont entourés de silence, de tabous. Oui, c'est une histoire taboue. C'est ça qu'on doit dire, et c'est aussi une manière très vivace pour que la violence qui est à l'origine de notre histoire continue à s'exercer. En fait, on a l'impression, parce qu'on parle de l'île Maurice multiculturelle, on parle de la population arc-en-ciel, on a plein d'images très harmonieuses pour dire notre vivre ensemble. Je crois que nous ne sommes pas dupes, aucun de nous n'est dupe que sous cette apparence, il y a une énorme violence qui est faite. Et cette violence, elle est faite surtout à ceux qui n'ont rien, j'allais dire aux damnés de la terre, comme dit Frantz Fanon, hein. Les damnés de la terre, ce sont ceux qu'on a exploités, qui n'ont rien. Et d'une certaine manière, ça arrange toujours le dominant, quel qu'il soit économique ou politique, de laisser l'histoire sous le tapis, parce que ça, c'est beaucoup trop dangereux. Et ils vont toujours venir avec ce discours que mettre cette histoire à jour, c'est dangereux. Ça va soulever plus de problèmes que ça ne va en résoudre. En réalité, on ne connaît même pas la nature des problèmes si on n'a pas regardé l'histoire. On se raconte une histoire, mais ce n'est pas vraiment s'approprier, faire ce travail difficile, douloureux, de se coltiner à tout ce qui nous a violentés, tout un chacun, à toutes nos violences interpersonnelles, intergroupes, siècles, hein, entre les différents siècles de notre histoire, et nous positionner et décider qui nous voulons être aujourd'hui en tant que Mauriciens. Donc, les Mauriciens ne sont pas courageux pour ça, pas du tout. Il y a les courageux, bien sûr, la minorité qui essaye de faire avancer les choses, et puis il y a ceux qui détiennent le pouvoir et qui ne sont pas courageux, qui ne veulent pas aussi que cette histoire se fasse, parce que parler de cette histoire, la mettre à jour, montrer les mécanismes qui sont à l'œuvre dans notre société, qui a envie de voir comment la discrimination s'exerce aujourd'hui vis-à-vis d'une partie de la population et des descendants d'esclaves. Personne n'a envie de voir ça.
C'est trop dérangeant. Et si on dit qu'il ne faut pas aller regarder l'histoire, c'est parce qu'on ne veut pas regarder cette histoire d'injustice. C'est parce qu'on ne veut pas toucher aux privilèges. Et ça demanderait une révolution de notre société, une réorganisation, un meilleur accès de tous à toutes les ressources, comme je disais plus tôt, que ce soit à l'éducation, au travail, à une vie de famille décente, à un logement décent. Il y a une partie de cette population mauricienne qui est totalement inégale face à ces ressources. Et que les élites et que les possédants continuent à vivre tranquillement en se disant que, OK, nous possédons et peu importe si les autres ont ou n'ont pas, c'est vraiment un signe d'inhumanité totale, et tôt ou tard, ça ne pourra que faire exploser la société mauricienne si on continue dans cette direction. Donc, connaître l'histoire au plus proche des documents et au plus proche aussi de la réalité historique, ça c'est très important, et ne pas connaître la version idéologique de l'histoire, c'est très important pour avancer vers ce qu'on appelle le mauricianisme, et qui n'est qu'encore qu'un mot pour le moment. La question des séquelles de l'esclavage est indissociable du processus de créolisation que Daniel Palmyre décrit dans sa thèse. Elle m'explique comment le système de séparation communautaire que nous connaissons à Maurice perpétue l'exclusion et la dévalorisation déjà présente durant la colonisation et l'esclavage. Pour moi, être créole ne peut pas être enfermé dans une communauté. Pour moi, c'est un concept contradictoire, c'est un paradoxe. Parce que par définition, comme on est métis, hybride, on a toutes sortes d'origines en nous, il est impossible de se positionner pour dire qu'on n'appartient qu'à une seule chose, on n'appartient qu'à une seule partie de nous-mêmes en quelque sorte. Ce serait nous nier nous-mêmes, nier les autres origines qui sont en nous. Donc, mais c'est quelque chose de très difficile. Donc, ce qui me paraît important, c'est de comprendre que l'identité, c'est quelque chose que l'on construit. Ce n'est pas quelque chose qui est donné. C'est-à-dire, à partir de certains éléments, les peuples, les gens, les groupes construisent une identité, c'est-à-dire établissent un discours pour définir en fait qui ils sont et qui sont les autres, pour se démarquer, pour se positionner. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute cette question identitaire est liée quand même à une question de pouvoir. C'est-à-dire, au fond, dans une société donnée ou dans le monde, comment est-ce qu'on va se positionner, comment est-ce qu'on va avoir accès au pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir économique. Et dans ce sens, comme on va instrumentaliser souvent l'identité à des fins autres que culturelles, c'est-à-dire à des fins plutôt politiques ou socio-économiques, on va à ce moment-là opposer des traits à d'autres traits. On va dire, voilà ce qui va définir telle identité. C'est ABCD. Et tout ce qui n'est pas ABCD, eh bien, on le rejette, on le met de côté. Ça n'a pas de valeur. Donc ça, c'est un phénomène, j'allais dire, presque humain. Et l'esclavage a intensifié cela en créant un discours, en fait, qui animalise ou qui objectivise l'être humain en disant, bien sûr, très souvent, on traite les Noirs avec des noms d'animaux, ou alors on les traite comme des objets, c'est-à-dire pas des personnes humaines, sans âme, sans culture, sans richesse, sans morale, etc. Donc vous avez cette construction qui s'est faite en fait autour du racisme, est venue créer ce clivage, bien sûr, entre les humains blancs, possédants, dignes d'être reconnus dans une culture qui est valorisée, et d'autres êtres qui n'ont rien, qui sont corvéables à merci, et qu'on peut exploiter comme des objets. On peut les tuer, on peut les maltraiter, on peut les torturer, on peut arracher leur famille. Ils peuvent vivre sans liberté, sans biens, sans posséder de terre, sans avoir de maison, sans même avoir de patrie. Donc ça, c'est le travail que l'esclavage a fait en créant comme deux catégories d'humains. Et à ce phénomène qui est plus une histoire entre l'Europe et l'Afrique, allons dire, vient s'ajouter un deuxième clivage et une deuxième hiérarchisation qui
qui vient, elle, du monde indien, parce que le monde indien est quand même hiérarchisé aussi en castes, n'est-ce pas? Et le mot caste lui-même, le mot varna lui-même veut dire couleur. Donc, il ne faut pas minimiser aussi cette hiérarchisation du monde indien, pour qui la couleur aussi est importante. Les castes, c'est pas seulement une question de pouvoir dans la société ou une définition de règles entre différents groupes, mais il y a aussi cette question de couleur qui intervient dans le monde indien. Et il y a aussi donc ce phénomène d'exclusion, j'allais dire, ou de hiérarchisation qui joue énormément. Et j'allais dire, allons dire que dans la hiérarchisation indienne, les créoles seraient les hors-castes. Parce qu'il n'y a pas de place dans cette manière de voir le monde pour d'autres peuples métis ou encore moins, j'allais dire, esclaves, africains, etc. Donc, quand vous avez dans une même histoire ces deux processus d'exclusion qui se rencontrent, qui se renforcent mutuellement, vous obtenez un système social qui est très, très exclusif, c'est-à-dire dans le sens que ça va exclure un certain nombre de gens, et pour exclure, vous devez catégoriser. Donc, il ne faut pas se leurrer. Si on abolissait absolument toutes les catégorisations dont j'ai parlé, il faudrait à ce moment-là partager le gâteau équitablement avec chaque Mauricien. Et qui c'est qui a envie de partager le gâteau? Certainement pas ceux qui sont au pouvoir, qu'ils aient le pouvoir économique ou le pouvoir politique. Donc c'est beaucoup plus tentant de garder une partie de cette population dans une définition communautaire pour pouvoir ensuite l'exclure d'une certaine façon. Donc je crois que le fait de parler de communauté déjà après tant d'années et une si longue histoire quand même, ça montre une volonté farouche de conserver des privilèges, de conserver le pouvoir, quel qu'il soit, et de ne pas permettre à une partie de cette population d'accéder simplement aux ressources qui sont le bien de tous les Mauriciens. Beaucoup de travail sans aucun salaire. Tellement coup de fouette, la dune défavorisée. Ben content l'école, papy même pas ça veut dire. Il est dans nos histoires, révoltés contre nous, dans toutes dimensions. Rosin tout dis-le, noir pétouille noir. Rosin paie la monnaie, tout emmène à la guerre. Tiens moi qui malédiction, qui te fin gagner. Cause qui était partout, la haine et jalousie. Par contre nous la politique, plus complique nous destin. J'ai voulu sentir, palper le rapport des Mauriciens avec cette histoire. J'ai voulu savoir ce qui se jouait pour chacun plus intimement. J'ai voulu aussi chercher à créer des espaces où l'on puisse en parler en sécurité, sans se sentir menacé par le regard de l'autre. 2 rencontres ont lieu. Un samedi matin ensoleillé nous accueille dans un hall loué par Shakti qui lui sert de bureau depuis peu. Entre les maisons du village de Poudre d'Or dans le nord de l'île, au bord d'une ruelle qui mène vers la mer, plantée au milieu d'un jardin plus ou moins entretenu, une grande salle rectangulaire et lumineuse avec toutes ses fenêtres, dalles plates, chalis rouges. Le lieu est simple, dépouillé. Nous nous asseyons autour d'une table à tréteaux autour de laquelle Shakti et moi retrouvons Stéphanie, Grace, Cécile, Daniel et Girish. On y parle de blocage, de tabous, d'où l'on vient, de comment on se positionne dans le présent et pour l'avenir. Il est important de connaître l'histoire parce que c'est nos racines. Si nous prenons une fondation, comment nous les avancer? Nous pourrons avancer, mais de mettre pour écraser. Mais comme un château de sable, en fait. Nous devons bien construire l'histoire. Et l'histoire, c'est un vécu qui nous devons rappeler après. Mais nous ne devons pas transmettre le mauvais. Nous connaissons le mauvais, mais nous ne pas transmettre le mal. Nous avancer,
mais en même temps faire les choses changer. Comment nous faire les choses changer? C'est que nous reconnaître, la personne, elle peut être noire, mais elle a de la valeur. Nous valorisons le travail d'une personne. On a besoin de connaître l'histoire pour pouvoir mieux avancer. Danielle de Grasse est cuisinière et nounou. La parole de Danielle m'interroge beaucoup parce qu'elle parle de ses parents ou de sa belle-mère qui ont, selon ses dires, vécu l'esclavage. Historiquement, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque l'esclavage avait déjà été aboli depuis bien un siècle. Et pourtant, on sent bien dans ses paroles que le vécu est encore très présent. Parce qu'il ne suffit pas malheureusement de changer la loi pour changer les mentalités. Que les mœurs et les rapports de force ne disparaissent pas du jour au lendemain, de même que les traumas et la perte d'estime de soi. Oui, dans certains cas, oui, il continue. L'abolition de l'esclavage, il abolit, certes, mais la valeur du travail, personne n'a pas reconnu. Il y a ça derrière. Ou capable d'un potentiel, vu qu'il est un descendant d'esclaves, tu n'as pas un droit dans ce potentiel-là. Tu es capable d'une certaine valeur, parce qu'il n'est pas dans l'école comme moi, mais pas capable de te conseil. Et il y a tout ça derrière qui dénigre un monde. Dans l'estime de la personne elle-même, il fait au plus bas que terre. Et du coup, la personne est soumise. Être soumis à l'histoire de l'esclavage. Et donc, le séquelle reste là. C'est un métabolisme qui continue. Il tourne, il est comme une roue, il tourne. Et sa personne-là, quand il a une mère de famille, il a engendré ça sur un enfant. Du coup, dès qu'un enfant est né, tu te dis toi-même, tu ne peux pas avoir un rêve de devenir un médecin. Tu ne peux pas avoir un rêve de devenir avocat. Parce que toi, tu vas être fils de maçon. Ton père, il est maçon, tu vas devenir un maçon. Ton papa, il fait travail rose. Quel autre travail te peut rêver? Tu es capable de rêver, mais tu peux toujours être un garçon rose. Tu peux toujours être maçon. Tu peux toujours être sapportier. Alors, ce que ça m'a travail-là, il est valorisé dans les autres pays, mais qu'ici, non. Ou senti plus bas que terre, et les enfants, même, ils sont à l'école, dans l'école, pour prendre présence ou pour demander, ton père fait quel métier? Il va s'inventer un métier pour juste que son ami ne va pas lui rire derrière que, voilà, ton père, il se casse la tête pendant toute la journée, puis il sort rose, puis il fait maçon. Derrière, il peut construire la case. Mais ne pas reconnaître derrière. Ça, même la casa, tu peux dormir là-dedans. Ça, même la casa, c'est ça qui peut servir toi contre le soleil, contre la pluie, contre tout. Mais nous dénigrer le travail de la personne. Et ces enfants-là, sa souffrance qu'il y en a derrière, c'est ce honte pour dire qui travaille mon papa fait, il peut inventer un travail. Donc, il vient d'une manchonce là. Nous ne sommes pas capables de dire vraiment qui nous étions. Nos identités nous perdent. C'est ça qui m'a envie demain, qui nous reconnaître un monde de par sa valeur, de par ce travail, mais pas perdu, pas faire un monde perdu son identité. C'est qui il était. Être reconnu de ce qu'on est, c'est avoir notre propre identité et pouvoir se dire, je suis telle fille, je suis la fille de maçon. Voilà. Par contre, nous, la politique, plus complique nous destin. Et n'a trop beaucoup risé, et n'a trop complicité. Tous les temps pour l'esclave, pour nous y a pareil. Ça peut pas l'homme dans différé. Quand pour conscient, tous les temps nous histoires révoltées contre nous, dans toute dimension. Ça peut pas l'homme dans différé. Quand pour conscient, dans toute dimension. Quand pour conscient, dans toute dimension. Révolté contre nous, révolté contre nous. Danielle explique aussi pourquoi les blocages liés à l'esclavage se transmettent et comment, selon elle, il faut désormais les transcender. La façon dont ils ont bloqué, ils nous transmettent ça. Et nous, en grandissant, ça reste en nous. Et on n'a pas le droit de le dire aussi derrière. On n'a pas le droit de demander pourquoi
on se dit, on met ces deux choses ensemble, noir et esclave. Vous voyez? Moi, je ne me sens pas esclave. Je me dis tout le temps, moi, je suis multicolore. Je peux être blanc en étant avec un blanc, être rouge en étant avec un rouge. Je suis multicolore. Je suis noire quand je suis avec un noir. Parce que moi, ce n'est pas la personne, ce n'est pas la couleur de la peau qui résume une personne. Je ne m'arrête pas à ça. Voilà. Mais je peux comprendre aussi l'histoire de mes ancêtres parce que c'est ancré en moi. Parce que quand une personne peut me voir, direct va me dire, tu es une descendante d'esclaves. Tu es narcévé crépus, tu es Mozambique. Définitivement, tes parents, tu es comme ça, tu es comme ça. Alors que non, mais dans l'éducation, mais dans l'école, je connais l'histoire qui était et comment je vivre l'esclavage, c'est pas comme ça. Je ne pas vivre l'esclavage personnellement, mais mes parents vivent. Donc, c'est une transmettre-moi et moi, je n'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants. C'est une histoire, mais il arrête là. Ne pas continuer dans l'esclavage. C'est une histoire pour rappeler, mais pas pour le vivre, au fait. Et se libérer de cette histoire passe aussi par la revalorisation, par la réappropriation de son destin, par l'affirmation de soi. Grace Lafranche a 20 ans. Elle est actuellement en BSc Marketing à l'Université des Mascareignes. Elle participe vivement aux échanges qui ont lieu à Poudre d'Or, et sa parole me touche beaucoup. Elle représente la jeune génération, et je sens chez elle une envie profonde de dépasser et de transcender tous les déterminismes. Elle partage une expérience vécue lorsqu'elle était encore écolière. Par exemple, moi, à l'école, comme je disais l'autre fois, j'avais cette impression d'être fixée, avoir un regard, un mépris, vu que j'étais une femme noire. Et en plus de ça, à l'école, j'avais un rôle spécifique, c'était prefect. Et un jour, pendant une fonction, je crois que c'était l'indépendance, on m'a demandé de me lisser les cheveux, spécialement pour cette occasion. Alors moi, la première chose que je me suis dit, c'était pour quel but? En quoi mes cheveux vont être un souci pour ça? Tu vois, c'est quelque chose qui m'a bouleversée en vrai. Parce que les autres, leurs cheveux lisses n'étaient pas un problème, contrairement à moi. Et c'est ce que je te disais, c'était à ressentir cette mépris constamment. Par exemple, aussi, une prof m'a déjà dit « Tu ne vaux rien, tu ne réussiras jamais, t'es moins que la merde. » C'est quelque chose qui te touche, te brise. C'est des paroles blessantes, c'est des paroles méprisantes qui vraiment te marquent à vie. Parce que moi, je vais jamais oublier ces paroles-là. Ça m'a blessée profondément. C'était humiliant devant toute la classe. Elle te dit, ouais, tu ne vaux rien. C'était vraiment... C'est encore aujourd'hui un traumatisme. Et moi, je me suis dit, tu ne vas pas laisser cette femme avoir un pouvoir sur toi. Et aujourd'hui, je suis fière. Et d'ailleurs, Et si j'étais faible mentalement, entre guillemets, ce serait une catastrophe. Peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'entame des études supérieures. Et d'ailleurs, j'aimerais passer un message aux jeunes filles qui vont nous écouter. Que
que tes cheveux soient crépus, bouclés, peu importe, tu es belle. Tu as autant de potentiel qu'une petite fille blanche aux cheveux lisses. Ta couleur de peau n'a jamais été un problème. Au contraire, chérie, tu es belle comme tu es. Et c'est pas toi le problème, c'est la société en vrai. Moi, j'aurais aimé avoir une personne qui, à l'école, qui m'encouragerait. C'est important. Par exemple, aussi, en tant que petite fille noire, on n'a jamais eu une figure représentative pour nous représenter, une poupée. La plupart du temps, c'est une poupée blanche avec des cheveux lisses. On ne voit jamais une poupée noire aux cheveux crépus ou bouclés. Mais c'est pas ça qui définit ta valeur, ta réussite. Au contraire, c'est notre force. Moi, je suis fière de porter aujourd'hui mes boucles. Ma couleur de peau, c'est ma fierté. C'est quelque chose que je valorise aujourd'hui et non que je méprise. Cette dévalorisation permanente a des effets également dans les rapports qu'entretiennent entre eux les Noirs, les créoles. Lors de notre rencontre à Poudre d'Or, Daniel nous a lancé cette phrase lapidaire. « Un noir qui ne réussit, il vit un blanc. » Un noir qui réussit? C'est un blanc. Pour nous, c'est un blanc qui fait parce qu'il a réussi. Et à partir du moment qu'un noir il réussit, c'est l'attitude changeait. Il ne peut pas avec sa noir qui n'a pas réussi là. Parce qu'il fait, il a besoin d'être reconnu. Comment les reconnaître? C'est parce que quand il avance avec un blanc. Donc, s'il reste avec sa noir là, personne ne peut reconnaître qu'il a réussi. Et lui ici, sans qu'il ait rendu compte, il a encore besoin d'être reconnu. Donc, il a encore besoin qu'il nous valorise les. Mais en même temps, il peut dénigrer ce camarade qui est à côté, qui est comme Ali. Il a une souffrance. Il ne peut pas trouver cette souffrance, mais en même temps, il a une plus grosse souffrance parce qu'il n'est pas dans l'acceptation de ce qu'il était et de ce qu'il est devenu. Et c'est ça qu'il nous dit tout le temps, qu'un noir qui réussit, c'est un blanc. Parce qu'il est pour quitter ce quartier, il est pour ne plus qu'il reste dans sa quartier-là, il est pour un autre quartier, il est pour de sa sécurité. Mais au fait, notre sécurité, c'est que nous proches de tout le monde qui est là pour nous. Sécurité, c'est que nous sommes capables de lever avec mon camarade qui peut nous dire « Hey, une casse une pause. » C'est pas qu'on me redonne un gros la table, c'est nous sommes capables de faire nos plaisirs. Mais aussi, nous ne devons pas oublier ça du monde qui est à côté de nous, qui te peut dire nous, tu pourrais réussir, toi. Je fais immédiatement le lien avec le livre Peau noire, masque blanc dans lequel Frantz Fanon écrit « Le noir veut être blanc. Le blanc s'acharne à réaliser une condition d'homme. Le blanc est enfermé dans sa blancheur, le noir dans sa noirceur. » Dans les échanges avec Daniel Palmyre et dans la lecture que je fais de sa thèse, je retrouve les effets de la dévalorisation dans ce désir de blancheur. Elle exprime les ravages du trauma de l'esclavage sur l'estime de soi et sur la construction identitaire. Et les mots de Fanon et les paroles de Daniel Degrasse prennent tout leur sens par son analyse des effets du trauma. C'est un processus qui arrive dans tous les rapports d'exploitation et d'oppression. Mais l'esclavage étant une forme extrême, évidemment, où on empêche la liberté de s'exercer sous toutes ses formes. Quand votre vie tout entière est comme ça, réglementée, définie par quelqu'un d'autre, vous devenez votre propre ennemi. Vous êtes aliéné de votre propre identité. Et c'est ça qu'on appelle l'aliénation culturelle, en fait. C'est-à-dire, vous finissez par ne plus aimer ce que vous êtes, parce que ce que vous êtes est tellement dévalorisé, ce que vous êtes est tellement profondément péjoré par le contexte dans lequel vous vivez, quand on vous dit que vous n'êtes rien, vous n'êtes bon à rien. Et d'un autre côté, vous haïssez celui qui vous met dans cet état, parce que quand même, au fond de vous, vous conservez quelque chose de qui vous êtes. Et donc, vous vivez dans cette contradiction intime où vous aimez quelque part qui vous êtes parce que c'est vous, et vous détestez qui vous êtes parce que l'autre vous fait détester cette part de vous. Et ceci est d'autant plus pernicieux que dans l'esclavagisme, il y a cette hiérarchisation de la couleur qui va jouer énormément.
C'est-à-dire que l'affranchissement, par exemple, va être un phénomène qui va être lié à la couleur. Si vous avez un père blanc, que vous avez une peau plus claire, donc vous allez peut-être être libéré plus vite, vous allez pouvoir vous affranchir plus vite, ou vous allez avoir accès plus vite à la liberté parce que votre père est un peu peut-être plus bienveillant vis-à-vis de vous puisque vous avez la peau claire. Et aussi, si vous avez accès à l'éducation, toute cette strate à la fois couleur de peau, c'est-à-dire le colorisme, l'éducation à laquelle vous avez ou pas accès dépendant de votre contact avec le maître, et aussi la partie économique, si vous pouvez avoir un petit pécule ou pas. Toutes ces dimensions de la vie font qu'il y aura dans le monde créole une hiérarchisation qui va se faire forcément et qui va être basée dans un premier temps sur la couleur de la peau, mais aussi, comme je le dis, par rapport à l'éducation que vous pouvez avoir, peut-être un peu, et aussi à votre capacité financière. Et tout ça va déterminer votre statut social. Et donc, vous allez avoir ce phénomène de distanciation entre ceux qui vont se définir comme étant une élite dans le monde créole et qui vont vouloir s'éloigner en fait de leurs racines africaines. Donc, se blanchir quelque part de plus en plus va devenir comme un must, une nécessité, mais par nécessité sociale pour pouvoir s'émanciper de cette condition esclave et avoir accès à des privilèges. Donc, vous avez ce phénomène qui est terriblement pernicieux où les anciens noirs, allons dire, vont se renier eux-mêmes quelque part, ou renier ceux qui leur ressemblent, et vont vouloir, eux, ressembler de plus en plus à leur maître, parce que c'est en ressemblant de plus en plus aux Blancs qu'on va avoir accès à des privilèges. Et qu'est-ce qu'on veut en tant qu'être humain? C'est avoir une meilleure vie, c'est avoir un peu plus d'argent, c'est avoir accès à l'éducation, c'est tout ça. Et donc, cette hiérarchisation qui a joué dans le monde créole et qui joue encore quelque part sous d'autres formes est quelque chose de terriblement destructeur pour l'identité. Parce que une grande partie des créoles s'est construite dans le déni en fait de cette part africaine, justement, en disant nous ne sommes plus des Noirs, nous ne sommes plus des Africains, nous voulons adopter la culture des Blancs, nous voulons ressembler à des Blancs, même si nous ne pouvons pas changer notre couleur de peau, mais nous allons prendre toutes les manières de vivre, toute la culture, allons dire, nous allons avoir accès à l'éducation, parler comme eux, vivre comme eux. Et c'était ça l'aspiration suprême. Mais ça s'accompagne d'un déni de soi, quelque part. Et le déni de soi, ça conduit toujours à des névroses et à une forme d'aliénation de soi-même, de devenir étranger à soi-même. Et donc, forcément, à un moment donné, tout ça va exploser. Il va falloir quand même un jour faire la vérité sur soi et s'accepter. Et donc, il y a, accompagnant ce phénomène d'élitisme qui va se développer dans le monde créole, à l'inverse, à l'autre bout de la chaîne, j'allais dire, l'intériorisation du préjugé que je ne vaux rien, que je ne suis rien, que je ne peux rien, que je ne suis bon à rien. Et donc, pour une autre partie de cette population qui n'a pas accès aux privilèges, c'est vraiment la dévalorisation et la perte de l'estime de soi-même. Et ça, c'est encore, j'allais dire, plus grave dans la mesure où c'est terriblement autodestructeur, parce que une fois que vous avez intériorisé cette pensée sur vous-même, il faut tout un travail pour vous sortir ça de la tête et penser à vous autrement. Bon, je dois dire que, en tout cas, durant toute ma vie professionnelle, c'est à ça que je me suis astreinte. J'ai voulu quand même ouvrir cette porte et faire découvrir qu'on a de la valeur en tant qu'être humain, peu importe ce qu'on a vécu comme trauma. Et que ce n'est pas parce que d'autres ont fait de vous un esclave que vous n'êtes plus un être humain. Et de toute façon, il y a toujours eu, même parmi les esclaves eux-mêmes, il y en a toujours eu qui ont eu ce sens de leur propre dignité. Hein. C'est pas comme s'ils avaient complètement perdu ce sens de la dignité. Mais c'est quelque chose qui est difficile, qu'il faut tout le temps reconquérir, en quelque sorte. On le voit avec le marronnage, qui est une forme de rébellion
de manifestation de la liberté. L'être humain veut juste être libre et vivre comme il l'entend et reprendre possession de sa vie et donc retrouver sa dignité. C'est le marronnage physique, j'allais dire, les esclaves qui quittent les lieux et vont dans d'autres lieux et s'organisent autrement. Mais il y a aussi un marronnage mental, un marronnage spirituel, qui est de reprendre possession de son identité, d'en être fier et puis de ne pas se laisser définir par l'autre. Parce que c'est ça, tout le travail, je crois, que les Mauriciens ont à faire, quelle que soit notre origine, c'est de cesser d'être définis par les autres et de trouver comment nous définir nous-mêmes, qui nous voulons être finalement. Et quelle est notre dignité et l'assumer pleinement. Voilà. En bas soleil, étoiles, la ligne de l'esprit marronné. L'eau sentit la liberté pour garder l'équilibre de croyances, transmettre connaissance de bonnes ancêtres. Pour nourrir de qu'ils tirent dans les guerres de bonnes enfants. J'entends dans ces paroles une invitation à marronner. Peu importe dans quelle catégorie nous avons été soigneusement rangés, nous avons le choix de changer notre perspective, d'élargir notre regard, de nous évader d'une identité qui nous empêche de nous comprendre nous-mêmes et de reconnaître et de comprendre l'autre. Dans mes échanges avec Grace, j'ai été bousculée. Ma position de privilégiée m'a été clairement posée sous les yeux, tout en douceur parce que Grace a du tact et de la sensibilité. Parce qu'un lien s'est tissé entre nous lors de nos conversations. On a fait du chemin. Ce que mes ancêtres ont vécu, c'est pas la même chose que je vis maintenant. Il y a eu beaucoup de changements et merci pour ces changements. Mais je voulais parler du privilège. On peut, en tant que femme noire, moi, je dirais, on souffre encore beaucoup. Beaucoup. Mais on n'a pas les armes pour combattre. Tout du moins, on n'est pas assez nombreux. On n'a pas assez de force. Alors, pas en tant qu'oppresseur, mais les oppresseurs, plutôt, je pense que peut-être ils s'en rendent pas compte du mal qu'ils font. Par exemple, le white privilege. Je pense pas tout du moins pas tout le monde. Tout le monde ne s'en rend pas compte exactement de ce privilège. Alors moi, je dirais que ce soit les Blancs, que ce soit dans le cas de l'île Maurice, les privilèges qu'ils ont, de s'en servir pour combattre justement ce souci, ce problème de société qui est le racisme. Parce que on a besoin d'alliés pour ce combat-ci. On a besoin d'alliés
forcément, ils ne vont pas... ils ne vivent pas ce que nous, on vit, mais forcément, ils pourront avoir les armes, les ressources et simplement être des alliés pour combattre. Moi, je dirais ça. Ce privilège-là, il faudra le mettre de côté de temps en temps. C'est bien de dire oui, je suis avec les Noirs en tant qu'alliés, mais après, qu'est-ce que tu fais concrètement avec ce privilège? Alors, je dirais que de se mettre un peu plus dans la peau d'un Noir, de comprendre, d'essayer tout du moins de comprendre ce sentiment d'infériorité qu'ils vivent chaque jour, de mettre de côté ce privilège qu'ils ont, et voilà. Et peut-être qu'il y aura encore plus de changements. Ce deuxième épisode de Canne à sucre et préjugés me laisse encore une fois sur ma faim. J'ai lu le livre de Daniel Palmyre, Culture créole et foi chrétienne, celui de Sandra Carmignani, Mémoire de l'esclavage et créolité. J'ai lu Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. J'ai écouté les témoignages et les ressentis des personnes qui ont accepté de participer aux 2 rencontres sur les séquelles de l'esclavage. Et je suis frustrée de ne pas pouvoir tout partager de ce que cette recherche m'a permis de vivre et de comprendre sur les séquelles, sur les traumas, sur le silence assourdissant de cette histoire. Dans son chapitre « Le naufrage de la mémoire créole », Daniel Palmyre écrit « Certes, il y a eu des recherches sur cette histoire passée, sur les périodes sombres de l'esclavage et de l'engagisme, mais nous restons encore dans un étrange sentiment d'inachèvement, puisque l'histoire des créoles n'apparaît toujours qu'en filigrane, en forme d'histoire muette. Elle est parole sous l'écriture. Elle ne se laisse pratiquement appréhender qu'à travers le discours colonial, le discours du maître. L'histoire des esclaves, celle des apprentis, tout comme celle de leurs descendants, a fait l'objet d'un véritable complot du silence. Lorsque les créoles veulent écrire leur histoire, ils trouvent cette scène déjà occupée par une version de leur histoire. C'est l'histoire de la colonisation de Maurice, écriture où leur propre mémoire semblait s'être naufragée. À l'intérieur de la chronique coloniale et des archives institutionnelles, le créole ne trouve la plupart du temps qu'une vision péjorative et dénigrante du noir. Vision jadis projetée à dessein sur les esclaves et dans l'esprit même de ces derniers par l'idéologie esclavagiste. Cette histoire est l'envers d'eux-mêmes qu'un regard extérieur a couché dans une écriture où se justifie et se mire le pouvoir qui régissait la main-d'œuvre servile. Lors de nos échanges, j'avais naïvement fait remarquer à Daniel Palmyre que les changements ne pouvaient pas arriver en un jour et qu'il faudrait être patient pour voir s'épanouir une société plus juste, plus égalitaire, dans laquelle serait rétablie l'équité entre les descendants d'esclaves et les autres communautés à Maurice. La réponse fut immédiate et lapidaire. Quand vous dites à des gens qui souffrent depuis plusieurs générations qu'il faut encore attendre qu'on soit prêt à les entendre, vous pouvez comprendre qu'ils se révoltent. Cette parole m'a remise à ma place, celle d'une petite fille privilégiée et inconsciente de ses privilèges. Bien sûr, il ne s'agit pas de sombrer dans l'autoflagellation, ni dans une culpabilité sans fin et surtout sans but. Que le sentiment de culpabilité puisse plutôt servir à nous responsabiliser. Je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Je ne changerai pas la couleur de ma peau, mon ascendance, mes origines, et je dois l'assumer et me construire avec. Comme Grace doit apprendre à s'aimer comme elle est, pour moi aussi, il y a ce chemin d'acceptation. Parce que dans l'amour de soi, il y a l'amour de l'autre. Mais de ma place de privilégiée, et en cultivant au maximum l'humilité, je peux faire entendre la voix de Grace, de Daniel et de tant d'autres, dans l'espoir que ces voix arrivent un jour aux oreilles de ceux qui ont les moyens de changer la donne, politiquement et économiquement, pour qu'advienne peut-être un jour une société plus équitable. Parce que non, être noir, avoir des cheveux frisés, être maçon ou menuisier, ou être pauvre, dans le sens financier, n'est en aucun cas signe d'infériorité ou de pauvreté d'âme. Parce qu'être blanc ou clair de peau ou bien cultivé, éduqué, n'est en aucun cas signe de supériorité. Qu'il soit encore nécessaire de le dire semble absurde, mais ces préjugés sont malheureusement encore tenaces, et ils hantent et détruisent ceux qui les vivent au quotidien. Ceux qui intériorisent ces discours et ces préjugés, ceux qui deviennent ennemis d'eux-mêmes à cause du regard de l'autre.
Dans l'introduction de son livre Peau noire, masque blanc, Fanon écrit « Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. » Ces différences de couleur de peau ou de culture existent bien, mais la manière dont nous appréhendons ces différences a été politiquement et historiquement construite, et il nous appartient tous de les déconstruire. Cette émission a été produite par l'Époque Studio avec le soutien financier de l'ambassade de France. Elle est présentée et réalisée par Christelle Mervin de Spéville. Merci au groupe Patiatane pour le générique de l'émission. Un immense merci à Daniel Palmire, Daniel Degrasse et Grace Lafranche pour leurs témoignages et éclairages. Cette émission est également le fruit d'échanges avec de nombreux Mauriciens qui ont bien voulu partager avec moi leurs ressentis, notamment lors des rencontres à Poudre d'Or et à Moka. Merci à eux. Les extraits musicaux entendus sont de Patiatane pour la chanson Los Sentiers Souvenirs et de Kaya pour la chanson Histoires révoltants. Merci à Véronique Topiz, Sarasvati Malak, Anthony Bouic et Anouchka Massoudi de nous avoir permis d'utiliser ces morceaux. Vous trouverez les références des livres cités sur la page Facebook de l'émission. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt pour l'épisode 3 de Canne à sucre et préjugés.